Merci, merci aux organisateurs de nous accueillir aujourd'hui. Donc, notre communication se fera à deux voix, comme vous l'avez dit. Donc, elle s'intitule Traitement documentaire et valorisation des archives sonores et audiovisuelles inédites. Donc, on est là au titre, on représente la Fédération des associations de musique et danse traditionnelle, donc un réseau national. Et donc notre communication va se passer en 5 grandes parties. On va vous présenter un peu ce que c'est que la FAMDT, les activités de collectage des musiques traditionnelles, puis le catalogage de ces archives sonores pour donner accès et rendre consultables ces archives sur le portail du patrimoine oral. Et on va vous donner d'autres exemples de promotion de ces archives sonores. Donc la FAMDT, donc un réseau national, né en 1985. Elle regroupe des associations, mais aussi des collectivités territoriales et des petites entreprises, je ne sais plus comment on appelle ça, mais ce n'est pas... Centre en région. Oui, centre en région aussi. Mais ça peut aussi être des collectivités, des associations. À l'origine, elle a été créée pour l'édition d'une revue qui s'appelle Modal, qui n'est plus éditée aujourd'hui et qui a été l'occasion aussi d'éditer beaucoup de CD et d'autres ouvrages sur les musiques et danses traditionnelles. Et qui donc une fédération qui coordonne les centres de musique traditionnelle en région. Donc c'était une mission donnée entre autres par le ministère de la Culture, organisée en lien direct avec le ministère de la Culture. Et donc, là, je vous présente une image du nouveau site internet de la FAMDT où vous pourrez trouver toutes ces informations. Donc, il y a 3 domaines d'activité au sein de cette fédération. C'est la collecte, la documentation, le spectacle vivant et la transmission et l'enseignement. Donc, nous, on va plus s'intéresser à la partie collectage et documentation. La création, donc les adhérents fonctionnent en commission, et donc la commission de documentation, elle se réunit depuis 1990. Elle a entre autres dans ses grands chantiers publié le guide d'analyse du son inédit à l'époque, et donc une nouvelle version qui est sortie cette année. Et a mis en place un outil qu'on appelle le portail du patrimoine oral, dont on reparlera bientôt. À ce titre-là, elle a été reconnue pôle associé par la BNF. Donc, c'était le premier pôle associé collectif et qui traitait des archives sonores. Ça, c'était en 1999. Elle est reconnue depuis 1999. Et elle est ONG accréditée du comité intergouvernemental de la sauvegarde du PCI, suite à la convention de 2003 de l'UNESCO qui s'attache à sauvegarder et valoriser le patrimoine vivant, on peut appeler comme ça, patrimoine oral. En fait, nos activités qu'on mène depuis plus de 30 ans vont être reconnues à ce titre-là. Donc la FAMDT fonde ses activités sur les grands textes internationaux que sont le droit de l'homme avec l'accès à la culture, la convention du PCI dont je viens de parler, la convention pour la diversité des expressions culturelles de 2005. Donc pour nous, on considère que le patrimoine oral est une richesse, au même titre que le patrimoine bâti, etc. Et donc, on mène des activités, on s'occupe du collectage, de la sauvegarde et de la transmission de ce patrimoine. Donc je vais laisser la parole à Michael sur la question du collectage. Donc le collectage des données est un peu différent de celui celui qu'on a entendu ce matin. Parce que pour collecter les données du patrimoine culturel immatériel, en fait, il faut aller sur le terrain et il faut aller à la recherche. Donc, ce que l'on entend, nous, quand on parle de collectage, c'est la plupart du temps, c'est des enregistrements d'un entretien avec ce qu'on appelle un informateur, à savoir un témoin. Et alors souvent c'est un enregistrement qui peut être écrit, qui peut être sonore ou qui peut être vidéo. La plupart du temps il est sonore parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre et parce que ça permet quand même de conserver un nombre important de données, d'informations. Le travail de collectage a commencé dans les années 70 avec la vague du revivalisme. Il y avait un animateur qui parlera peut-être à certains d'entre vous, c'est Alan Stivell. C'est en Bretagne un des premiers à avoir mis de la guitare électrique sur la musique folklorique bretonne. Et donc les madames avec leur bigouden, ça leur a dressé les poils sur la tête.
parce que voilà, c'était une des premières actualisations, on va dire, de ce patrimoine qui n'était pas mort, qui était encore tout à fait vivant. Et ça s'est fait partout en France, dans toutes les régions. Des jeunes se sont intéressés à la culture populaire de leur territoire. Et du coup, ils n'ont pas fait que ça, mais entre autres, ils ont fait du collectage. C'était assez sauvage, parce qu'ils n'étaient pas du tout ethnologues. Mais ça a produit, en tout cas, une masse de documents sonores assez importante et d'une richesse voilà, assez colossale, puisque ce sont des enregistrements qui témoignaient de pratiques artistiques, populaires, qu'il n'y avait pas ailleurs. La dynamique qu'il y a eu à ce moment-là, c'était, comme je vous disais, pas uniquement d'aller collecter, d'aller rassembler de la donnée. L'objectif, c'était de faire vivre des territoires. Et donc, c'est une dynamique, c'est un projet qui a été exemplaire dans sa démarche, puisqu'il y a eu ce collectage. Ensuite, il y a eu un travail d'archivage, les bandes, ils les ont gardées. Il y a eu un travail pédagogique, d'enseignement, de transmission autour de ces pratiques, que ce soit le conte, que ce soit le chant, la musique, la danse, et un travail de valorisation à travers des créations artistiques, entre autres. Et aujourd'hui, Claire en a parlé, la France a signé la convention de l'UNESCO pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Cette convention internationale explique le processus de sauvegarde et de valorisation du PCI, patrimoine culturel immatériel, de cette manière-là: collectage, archivage, pédagogie, valorisation. Donc voilà, ça avait été mis en place dans les années 70, alors que ça n'existait encore pas, en tout cas d'un point de vue législatif. Pour vous donner une idée de ce que c'est que ces données, je vous propose d'écouter un extrait de collectage. Il faut enchaîner. Donc je vous emmène pas très loin, nous sommes en Auvergne, Pour endormir les enfants. à Mauriac, en 1989. Le Naï Chanson. Comment le chanter? Naï Chanson, Naï bébé. Le Naï beau pas veiller, les femmes beau pas veiller. Naï Chanson, Naï bébé. La naringuera zaval de la zabra blonto. Lo naï vindrò, les femmes dormirò. Lo naï vindrò, les femmes dormirò. Regardez, répétez ça plusieurs fois. Bicao. Embarqué par le marchand de sable. C'est le Naï Chanson. Voilà. J'ai entendu cette chanson, c'est la bonne femme qui chante. Voilà, donc il y a 3 personnes. Il y a l'enquêteur qui a posé la question, mais au départ, ils sont allés le voir, ce personnage qui s'appelle Jean Linard, parce qu'il est surtout joueur d'accordéon. Et puis, le collectage, c'est avant tout une rencontre. Donc, on parle de tout et de rien. Et elle dit, mais oui, vous connaissez pas des berceuses, au fait. Et voilà, il chante ça naturellement. Si je vous demande une berceuse, je ne sais pas si vous avez quelque chose en stock. Voilà, pour lui, c'est ce que lui a appris son père. Voilà, c'est tout à fait naturel de chanter ça. On se servira de cet exemple pour regarder un petit peu après le travail qu'on fait justement de catalogage et de mise en accès de ces sources. L'actualité du collectage, parce que évidemment dans les années 90, le collectage s'est arrêté un petit peu parce que on a dit ben voilà, les musiciens traditionnels, des chanteurs traditionnels, des conteurs traditionnels, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Et par ailleurs, la pratique étant très vivante, ça s'est beaucoup relancé. Si on voulait apprendre du répertoire, on n'avait pas besoin d'aller à Mauriac pour trouver un joueur d'accordéon. Il suffisait de faire un stage, puisque entre-temps, il y a
aussi une institutionnalisation de cette pratique qui s'est mise en place, et on peut avoir des cours de vielle à roue, de violon ou d'accordéon diatonique dans les conservatoires. Mais par contre, à partir des années 2000, avec les problématiques de développement de territoire, vient des projets qui mobilisent le collectage et la constitution d'archives sonores, qui peuvent être des projets de valorisation d'un territoire, comme je disais, mémoire d'un canton, valorisation d'une thématique, la vie au temps de la mine, par exemple, ou avec un intérêt social, récit de vie de personnes à mobilité réduite, par exemple. Et donc depuis 2000, il y a un certain nombre d'archives qui continuent de se fabriquer. Pour vous donner une idée, je ne parle là que des centres associatifs de documentation, donc, qui sont rassemblés autour de la fédération. Il y a à peu près un centre par région. Pour exemple, en Bretagne, par exemple, 10 000 heures d'archives sont aujourd'hui repérées, 8 000 heures sont accessibles. En Aquitaine, 20 000 heures sont repérées, 1 000 heures sont accessibles. On a au total, sur la France, et j'insiste sur le fait que c'est uniquement des structures associatives, qui ont à peu près repéré 100 000 heures d'archives sonores, essentiellement, parce que c'est 90% des collections de ces centres, et seulement 30% aujourd'hui sont catalogués et accessibles. Voilà. C'est sans compter les archives sonores qu'on va pouvoir trouver aussi dans les archives départementales et dans les grandes institutions. Voilà pour ce qui est du collectage. Et donc, le travail a commencé pour certains il y a déjà 40 ans de sauvegarder ces enregistrements, parce que dedans il y a des répertoires qui intéressent les musiciens, il y a des répertoires qui intéressent les conteurs, les pratiquants en général. Et donc, après l'urgence de numérisation, parce que c'était des bandes magnétiques, il fallait vite les numériser, ça n'a que 30 ans de durée de vie, s'est posé la question de les mettre en accès, donc de les cataloguer, comme dans toute institution qui fait ça. Comment on catalogue de l'archive sonore inédite? J'ai tapé pour voir catalogage d'une thèse, il n'y a pas de problème, il y a une norme, il y a la Z44050 ou la Z44082 pour les thèses en ressources électroniques. Il y a même des règles d'application dans le SUDOC. Si vous tapez catalogage des archives sonores inédites, il n'y a rien. Aucune norme n'existe. Et comme il y avait vraiment un besoin dans notre réseau de mettre en accès, il a fallu construire un outil de catalogage pour avoir une cohérence de mise en accès sur l'ensemble des centres en France. Alors, en 1994, la FMDT a publié un guide, voilà, ça s'appelait comme ça, d'analyse documentaire du son inédit. L'outil a rapidement été considéré comme essentiel. Il a été repris par, entre autres, les archives départementales qui avaient du son inédit à traiter. Et évidemment, ça a été vite connu, étant donné qu'il n'existait rien dans le domaine. Le guide a été réactualisé en 2001 et en 2014, afin de prendre en considération la maturation des pratiques documentaires, mais aussi les évolutions des nouvelles technologies. Les règles de catalogage qui sont proposées dans ce guide ont été définies, évidemment, en appui sur les publications nationales et internationales sur le sujet et les normes utilisées dans les domaines voisins. Évidemment, les archives, la bibliothèque. Et il existe deux organismes qui sont en veille permanente sur les évolutions et les enjeux autour des archives sonores inédites. Il y a IASA, l'International Association of Sound and Audiovisual Archive, et la FAS, qui est l'Association française des archives sonores, voilà, qui assure une veille sur l'ensemble des évolutions de l'archive sonore. Alors, le premier travail qu'a mis en place, enfin, la première action mise en place sur le catalogage, c'était de structurer les données. Parce qu'en fait, nous avons des documents qui sont dans un contexte qui peut vite devenir brouillon. Étant donné que nous avons quelqu'un qui va faire une enquête,
qui a souvent une problématique en tête, donc il ne va pas faire qu'une enquête, mais qui va en faire plusieurs. Ce sont des enquêtes dans des chercheurs, je vous dis souvent amateurs, qui vont travailler pour une association à un moment donné, puis peut-être le faire pour leur propre compte. Et puis derrière, il va y avoir un travail d'archivage. On va sortir une séquence et on va vous faire écouter, voilà, comme on a écouté La Berceuse tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de retrouver le contexte de réalisation de ce document. Et donc, en s'appuyant sur la structuration hiérarchique des données utilisées dans les archives, on a mis en place des fonds, donc des ensembles de documents, des corpus, à savoir des ensembles d'ensembles de documents qui sont produits autour d'une thématique. Ensuite, des enquêtes. Donc, une enquête, c'est un enregistrement à une date donnée, à un lieu donné, et ensuite une séquence qui va être une partie d'enquête. Alors, je vous propose de regarder la notice descriptive de La Berceuse qu'on a entendue tout à l'heure. On va retrouver des champs qui sont les champs qu'on peut retrouver, des champs de description qu'on peut retrouver dans des notices bibliographiques, hein, évidemment, titre, description, auteur, lieu, date. On a mis en place des champs avec des listes d'autorités pour pouvoir faire des recoupements entre nos données, entre les différents centres, donc sur la nature, sur le genre. Donc on voit la nature de ce document est une enquête. Voilà, ça c'est un terme partagé par l'ensemble du réseau. Et puis on a mis en place, alors on le voit moins dans cette fiche, on a mis en place une indexation par lieu cité, non cité, période citée, et puis des champs spécialisés pour la musique et la littérature orale. À savoir, c'est des champs de catalogage des œuvres de la littérature orale pour classifier les chansons particulièrement, parce que cette chanson, cette berceuse qu'on a entendue, moi je ne la connais pas sous cette version-là, je la connais sous la version de mon territoire, donc le Morvandiau-Bourguignon, et ce n'est pas du tout la même musique. Par contre, ça dit exactement la même chose, c'est la même histoire. Et donc, il y a un catalogue qui classifie l'ensemble des œuvres orales, donc à la fois dans chansons et à la fois en contes. Et donc, ce sont ces catalogues qui sont utilisés pour après pouvoir faire des recoupements sur l'ensemble du territoire français. Et puis, on retrouve là, donc ça, c'est vraiment la notice de la séquence de La Berceuse, mais cette notice est comprise dans l'enquête. Donc là, ça nous permet de remonter au niveau supérieur. Et cette enquête elle-même est comprise dans le fond de l'Agence des musiques et des territoires d'Auvergne. Voilà, et ce qui permet après de retrouver l'ensemble d'une enquête, en tout cas, si on veut reconstruire le puzzle. Au total, c'est 65 champs de description pour cette archive sonore qui nécessite... Parce que pour le moment, ça peut être aussi un appel, mais s'il pouvait y avoir des recherches pour pouvoir pour faire des indexations automatisées, ce serait super. Mais pour le moment, 1 heure d'archive sonore, c'est au minimum 1 heure d'écoute. Voilà, on ne peut pas faire autrement pour cataloguer l'archive sonore inédite que de l'écouter de A à Z. Et comme en plus on est sur des supports évidemment souvent magnétiques, il y a aussi le temps de la numérisation pour en assurer la pérennisation. Voilà, chacun des centres faisant ce travail, à un moment donné, grâce au dialogue des catalogues dont va nous parler Claire, on a mutualisé l'ensemble de ces données dans un seul portail. Donc effectivement, la volonté on va dire que, oui, à l'époque, c'était 5 centres, je crois, en région qui ont cherché à mutualiser leur base de données. Chacun avait d'ailleurs une base de données déjà en ligne, payante d'ailleurs, qui travaille sur Alexandrie. Et la volonté de trouver un outil commun, une porte d'accès unique sur le portail du patrimoine oral, qui permettrait, en cherchant berceuses, de trouver différentes berceuses dans les différentes régions. En tout cas, en France, pour l'instant, on ne travaille que sur le domaine français.
L'outil est trouvé, s'appelle le portail du patrimoine oral. Donc le projet, c'était donc de mutualiser ces centres de ressources. Donc là, aujourd'hui, ils sont 9. Donc je ne vais pas tous les citer, mais on en trouve. Donc on a un centre en Normandie, en Bretagne, en Auvergne, dans le PACA, en Bourgogne. Et donc la technologie, on a cherché comment les rendre, les rassembler dans sur un même support pour avoir un accès unique. Donc le processus qu'on a choisi, c'est le processus de moissonnage OAI-PMH, ce qui veut dire Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting. Donc c'est le principe de venir moissonner. En fait, le postulat, c'est que chaque centre de ressources est déjà donc catalogué, comme l'a expliqué Michael, donc ces fichiers sont émis en ligne sa notice, comme on l'a vu, avec le son accroché à la notice. Et donc ces notices-là vont être dupliquées et on a créé un mapping pour être transformé au format Dublin Core. Alors Michael vient de parler de 65 champs qu'ils ont à renseigner, et le format Dublin Core, c'est une norme internationale qui est constituée de 15 zones seulement. Donc en fait, il y a certains champs il peut y avoir plusieurs champs dans une zone Dublin Core, mais on a aussi pris le parti pris de réduire aussi l'information pour pouvoir la rendre plus accessible et en tout cas la rendre interopérable. Donc chaque notice dupliquée, qui est donc en format Dublin Core, est stockée dans un entrepôt chez le contributeur, et le portail du patrimoine oral, qui a le rôle de moissonneur, vient moissonner chaque entrepôt. Donc la requête de l'utilisateur est faite sur le portail. On reçoit une liste de réponses. On a une notice accessible au format Dublin Core, et chaque notice renvoie par un clic à la notice d'origine sur laquelle on peut écouter le fichier sonore. Donc ça, c'est l'ancienne version du portail du patrimoine oral qui a été mis en ligne en 2011, au début du projet en 2008. On a été soutenu théoriquement par la BNF pour réfléchir à la mise en place. Donc à l'époque, c'est 1700 visiteurs par mois. Par contre, on avait des soucis quand même. C'est qu'on a un fort taux de rebond. 65% des visiteurs quittaient le site dès la première page sans avoir navigué. Et la durée moyenne des sessions était que de 19 secondes. Donc on avait une bonne intention, mais voilà, après l'utilisation, comme on disait, il y a des bases de données, mais est-ce qu'on les utilise, quoi ? En 2014, l'un des projets et l'une de mes missions, c'était de refondre ce portail, refonte graphique, juste pour la facilité de navigation et l'amélioration au regard de ce portail, donner envie de consulter plus. Donc on a refondu le site en respectant la charte graphique du nouveau site de la FAMDT. Donc on a gagné en moins 10% du taux de rebond, donc on n'est plus qu'à 55%, et la durée moyenne des sessions a largement augmenté. Elle était de 19 secondes et elle est passée à 1 minute 44, avec 2,48 pages de consultées en moyenne. Donc ce portail du patrimoine oral, il a été conçu en suivant 5 grands principes de l'édition numérique, que certains d'autres entre nous connaissent. Donc l'interopérabilité, on vient d'en parler. Nous, on a choisi la méthode de l'OAI-PMH, et grâce donc au langage commun universel, le Dublin Core. La citabilité. Donc là, c'est le fait d'avoir des URL pérennes, que nos notices et donc nos fichiers son soient accessibles toujours avec le même identifiant. Donc ça, c'est un but à atteindre, on n'y est pas encore du tout. Donc on en parle dans notre guide, donc on cite des possibilités comme Handle, Arc qui sont utilisées par la BNF d'ailleurs. Comme grand principe, l'accessibilité, c'est le respect en fait des normes du W3C, un organisme reconnu des standardisations du web. Donc le principe que notre portail soit responsive, qu'on puisse le lire avec différents terminaux, portables, iPad, ordinateur, qu'il soit bien lu par tous les navigateurs, avec un bon référencement. Bon, ça aussi on arrive en tout cas, il est responsive ce portail. Après, c'est des buts à atteindre, on n'y est pas surtout à 100%. Le grand principe donc, de l'ouverture, donc, c'est réfléchir aux licences qui légifèrent les droits d'utilisation de ces notices et de ces fichiers son, de l'archive elle-même. Donc nous, on se base sur les Creative Commons, qui est
je sais plus combien, je sais plus si on a une possibilité de 6 licences en fonction de ce qu'on choisit comme option. Donc nous, la FMDT, on privilégie à ce que les archives soient au maximum accessibles, diffusables et réutilisables. Donc ça, c'est l'idéal, encore une fois. Après, on est face à des soucis aussi dans le respect des règles juridiques et déontologiques et surtout de la dignité des informateurs. Parfois, on se retrouve... là, on a écouté une chanson, parfois c'est des récits de vie. Et si le propos ou la thématique de l'entretien peut nuire à la dignité de l'informateur ou du collecteur, on décide de ne pas la rendre accessible. Parce qu'il y a une époque aussi où, dans les années 70, on faisait beaucoup de collectage et on ne pensait pas à amener un contrat pour décider de si oui ou non la personne accepte qu'on le diffuse sur Internet, etc. Aujourd'hui, on tend à utiliser les contrats. Mais voilà, le parti pris, c'est que quand on n'a pas de contrat, on décide que c'est du patrimoine. Le but, c'est de le rendre accessible et on décide de le mettre en ligne avec... si problème, si des gens se reconnaissent et ne sont pas d'accord, on peut le retirer immédiatement. La durabilité, on en a parlé aussi, c'est la pérennité des contenus et des métadonnées. Donc après, c'est privilégier des formats de fichiers ouverts et libres, être en prise avec les avancées technologiques, faire des migrations de supports, de formats, etc. Je pense qu'en choisissant de travailler avec le Dublin Core, comme c'est une norme internationale, on joue un peu la sécurité, parce que si la norme change, on changera avec. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais le portail du patrimoine oral, on l'a conçu avec un logiciel open source qui s'appelle PKB, Public Knowledge Project. Donc, c'est un logiciel open source. Donc, pour être plus parlant, on va faire un petit tour sur le portail lui-même. Tac. Alors, des problèmes de visibilité. Du coup, on va aller faire un petit tour. On va chercher notre berceuse qu'on a écoutée tout à l'heure. La connexion est pas super. Bon, je peux vous présenter la première page. Là, normalement, il y a SoundCloud. On a sorti un peu les archives. On a sorti quelques-unes en donnant un player sur la première page. Présentation et la carte qu'on retrouve ici pour montrer, expliquer sur quelle région on peut avoir des archives sonores du portail du patrimoine oral. Je cherche... Non, il vient pas. C'est la connexion. Donc après, on a une liste de résultats qui nous amène à... Donc là, comme j'ai pas fait... Il y a aussi le choix de la recherche avancée. Ouais, là, on est paumé. Voilà, donc on obtient une liste de résultats et on voit déjà les notices, on voit la provenance des notices, on voit de quelle région ça vient, de quelle structure ça vient. Et ensuite, effectivement, on retourne sur le catalogue d'origine pour pouvoir écouter le son. Le résultat du portail, et c'est peut-être aussi ce qui explique le peu de temps que les gens passent sur le portail, c'est de rendre visible à l'international vraiment les données, et entre autres sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que bien souvent, quand on fait des recherches sur nos propres archives, on utilise les grands moteurs de recherche et on aboutit sur le portail du patrimoine oral. Et du portail du patrimoine oral, on retourne sur notre propre catalogue. Le portail du patrimoine oral étant beaucoup mieux référencé. Parce qu'il n'a que les métadonnées. Donc les navigateurs, les moteurs de recherche le reconnaissent beaucoup plus facilement, quoi. Et l'objectif, c'est qu'il soit moissonné, parce que lui-même moissonne des données, mais il met à disposition ces données pour qu'elles soient moissonnées à nouveau. Et donc, on est en discussion avec la BNF pour que ça puisse être moissonné par Gallica. Et l'objectif, ce serait que ça aboutisse enfin, au bout du compte, au moins à Europeana. Et du coup, je te laisse la parole, Mickaël, pour, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, parler donc des autres projets de valorisation et d'exploitation de ces archives sonores. Monsieur, 5 minutes. C'est parfait. Voilà. Comme je l'avais dit au début, l'objectif, ce n'est pas la constitution d'un réservoir patrimonial. L'objectif, c'est la pratique vivante. C'est l'animation du territoire. Et donc, si on a constitué ces bases de données, c'était vraiment pour... prioritairement, c'était la demande des pratiquants d'avoir accès au répertoire.
Et donc, une fois qu'ils ont accès à ce répertoire, qu'est-ce qu'ils en font ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, une des premières valorisations qu'on a constatées depuis les années 70, donc dans les années 70, c'était les objets. Dans les années 70, c'était 33 tours. Après, on a eu les cassettes audio. Et maintenant, on a les livres audio. Donc, on a fait un projet récemment sur la mémoire d'une communauté de communes où il y avait eu des mines. Et donc, on a édité un ouvrage qui reprend des parties de collectage. Et il y a également un CD dans cet ouvrage. Voilà, ça a été un projet qui a également été beaucoup accompagné d'animation, de restitution auprès des habitants, et qui a assez bien fonctionné, puisque les habitants se sont vraiment réappropriés leur propre patrimoine. Aujourd'hui, il y a un groupe de collecteurs qui s'est constitué et qui continue de faire des enregistrements et de faire des restitutions sur le territoire lui-même. Autre objet qui est largement utilisé pour valoriser les archives, c'est le CD. Et donc, ça valorise à la fois les archives et le patrimoine, puisque c'est la berceuse qu'on a entendue tout à l'heure chantée par Jean Linard, qui a été repris par un artiste qui s'appelle André Ricraud, qui sévit en Auvergne, et donc qui a participé à ce disque en réinterprétant la berceuse. Nai nai shon shon nai nai bébé, nai nai shon shon nai nai bébé, l'eau nai nai bol pas béni, les femmes bol pas dormi, l'eau nai nai bol pas béni, les femmes bol pas dormi. Voilà, donc création artistique, il y a également une économie derrière. Et puis le spectacle vivant, qui est une part importante de la pratique. Et donc avec un exemple, on écoute, on en parle après. C'est un groupe gascon on dirait aujourd'hui de musique actuelle, qui a vraiment un pied dans l'utilisation des sources. Ils continuent à faire du collectage. Ils utilisent les collectages qui ont été réalisés et qui sont à disposition pour en faire leur musique. Et c'est dommage, on aurait pu voir. Donc on entend le galoubet, instrument traditionnel, et ce qu'on entend aussi, c'est la vielle à roue, électroacoustique. Beaucoup utilisé en musique traditionnelle. Et juste pour finir donc sur les projets de valorisation, je vais éteindre. Hop. On a aussi le projet, puisque c'était le titre du colloque, mais c'est aussi des sujets qu'on a en ce moment à la commission de documentation, le projet de cartographie notre fonds. Donc dans notre guide des bonnes pratiques qui est ressorti cette année encore, on incite à renseigner le champ, on renseignait déjà le champ où a été réalisée l'enquête. Donc maintenant, on veut renseigner la latitude et la longitude pour pouvoir en faire une cartographie. Donc ce qui permettrait un accès un peu simplifié, mais toujours, on va dire que le portail du patrimoine oral s'adresse à des chercheurs et à des amateurs éclairés. Donc bon, ce serait une nouvelle porte d'accès qui pourrait simplifier la vie à ce public-là. Et aussi, ça pourrait être un outil pour créer un produit touristique fini, là pour le coup pour un large public. On pourrait imaginer avec cette cartographie de créer des circuits touristiques en lien avec les offices de tourisme, etc., où les gens iraient se balader en Bourgogne et auraient des points d'écoute, en fait, grâce à leur téléphone portable ou à d'autres appareils. Et il y aurait des points d'écoute, ils pourraient être face à une église et là, ils écouteraient la chanson paillarde du village sur le curé. Ils pourraient être à la place du village et écouter le bal musette qui a été enregistré dans les années 1970, etc. Donc là, ça ferait revivre ce patrimoine oral
en étant in situ, je pense qu'on est plus sensible aussi et on comprend mieux d'où viennent ces archives. Et voilà, on peut revivre in situ. Donc, on a fini notre présentation. On vous remercie pour votre écoute. Merci. Et ne partez pas, il y a peut-être des questions quand même. On est à l'écoute. Est-ce que vous avez des questions alors? J'ai une question, la semaine dernière, on a parlé d'un projet d'indexation vidéo automatisée. C'est Primi qui lance ça. Le Primi. Pas plus de détails sur la conversation n'a pas été assez vue. Le Primi. PRIMI. J'ai pas plus de détails, désolé, c'est pas. Il y a des... il y a en musique traditionnelle irlandaise, il y a un répertoire assez immense. Et il y a une application qui fonctionne sur les smartphones qui permet, quand on entend un air de musique, de le retrouver et d'en obtenir la partition. Voilà. Mais c'est un travail qui n'a pas été fait sur le répertoire de musique populaire français, puisque le répertoire n'est pas intégralement consigné d'un point de vue partition, donc pour le moment, mais pour le répertoire irlandais, oui, je crois bien que ça existe. D'autres questions? J'ai une question concernant le retour finalement des personnes qui posent leur voix. Ces personnes, il y en a certains qui ne sont plus là, effectivement, mais ceux qui sont encore vivants, est-ce qu'ils ont accès, à part les CD, aux informations? Est-ce qu'ils vont sur les sites pour consulter? Est-ce que vous savez des retours par rapport à leur utilisation des voix posées? Les témoins eux-mêmes Les témoins eux-mêmes sont ceux qui certainement écoutent le moins ces archives. Par contre, le principe, c'est que, en tout cas pour les collectes d'aujourd'hui, alors pour les collectes d'hier, le fait d'avoir mis en accès les documents, ça permet souvent aux petits-enfants de retrouver des traces, et souvent à travers des recherches généalogiques que les gens tombent sur les bases de données et du coup nous sollicitent pour avoir les documents. Et pour les collectes qui sont faites actuellement, c'est systématique, on donne une copie de l'enregistrement au témoin. Pour lui, ce qui compte, c'est le support, c'est l'objet. Voilà, d'avoir sa vie consignée sur un CD, à côté du CD de... Enfin bon, on peut prendre n'importe quel exemple, mais voilà, d'avoir un CD, c'est pour eux, c'est quelque chose. Ils l'écoutent très rarement. Par contre, c'est un objet de transmission au sein de la famille, parce on sait qu'il va naviguer dans les différentes générations de la famille. D'autres interventions, questions? Moi, j'avais juste une petite remarque par rapport à YouTube, SoundCloud et tout ça. Vous passez des accords ou vous profitez de... Comment ça se passe, en fait? Vous êtes opportuniste, politicien? Qu'est-ce que par rapport à tout ce... Pour le moment, on n'a pas utilisé ces plateformes. Si, ça me... Oui, mais pour uniquement pour de la valorisation, pour tout ce qui est stockage et mise en accès des archives, on utilise nos propres serveurs. D'accord. Avec le principe de moissonnage dont vous parlez. Oui. Voilà. Oui. Ouais. C'est une forme de peer-to-peer, un peu, c'est ça? C'est comment vous gérez ça? Le moissonnage non, c'est pas une forme de peer-to. Enfin, oui, c'est une sorte de peer-to-peer de la donnée, parce qu'il y a uniquement la donnée qui navigue. L'archive, le fichier son, elle reste attaché à la base de données d'origine. Ok. Que la méthode. Très bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Bon, merci beaucoup.